Après avoir donné quelques exemples de structures caténaires tendues dans le précédent podcast, nous allons maintenant nous intéresser aux structures caténaires comprimées. Lorsqu'on adopte une forme caténaire, une arche est sollicitée uniquement en compression et elle peut donc être dimensionnée comme un poteau. Mais, contrairement au câble suspendu, l'arche est rigide et si le profil de charge est modifié, elle ne peut pas se déformer librement pour conserver une forme caténaire. Lorsque le profil de charge s'écarte de la forme caténaire, cela induit donc dans la structure des efforts de flexion qui s'ajoutent aux efforts de compression que l'arche doit supporter et la structure doit alors être dimensionnée comme un poteau-poudre pour résister à l'action combinée des charges de compression et de flexion. C'est ce qu'on a représenté ici à l'écran. À gauche, sur l'image du haut, on a une arche qui subit un profil de charge caténaire. Donc, cette arche-là subit une compression pure. Elle est simplement comprimée. Il n'y a aucun effort de flexion. Et dans les deux illustrations du bas, on voit que si on modifie le profil de charge, si on met de la charge, par exemple, uniquement au centre de notre arche ou uniquement sur la partie droite de l'arche, on a représenté ici, en exagérant, les déformations de l'arche sur les dessins de gauche. Et sur les dessins de droite, on a les diagrammes de moments fléchissants correspondants. Donc, dans ce cas-là, quand la charge va s'écarter du profil caténaire, l'arche va être sollicitée à la fois en compression, mais également en flexion. Une alternative pour éviter les efforts de flexion, ou en tout cas pour les réduire beaucoup, ce serait d'utiliser une structure dite stabilisatrice qui, en s'opposant au déplacement latéral de l'arche, va éliminer ou à tout le moins réduire substantiellement les efforts de flexion. Pour illustrer les diverses stratégies de stabilisation, on peut prendre l'exemple de pont routier où le tablier est supporté par une arche. C'est ce que nous avons représenté schématiquement là, sur les illustrations à gauche de l'écran. Donc, cette arche-là peut être placée soit au-dessus, soit en dessous, soit au milieu du tablier. On peut décider que le tablier sera simplement suspendu ou déposé sur l'arche et que c'est l'arche elle-même qui va être suffisamment rigide pour résister aux efforts de flexion. Elle agit alors comme un poteau-poudre. C'est ce qu'on a représenté ici sur les illustrations de la première ligne du haut. On a dessiné les arches en traits gras pour signifier que ces arches-là sont rigides et le tablier, on l'a représenté en traits fins pour signifier qu'il est simplement suspendu à l'arche mais qu'il ne contribue pas à reprendre les efforts de flexion. On pourrait aussi choisir de rigidifier le tablier pour qu'il résiste aux efforts de flexion et que l'arche ne soit sollicitée qu'en compression pure. C'est ce qu'on a représenté schématiquement sur la deuxième ligne de schéma à gauche. Donc, dans ce cas-là, on a représenté les tabliers en traits gras pour signifier qu'ils sont rigides et qu'ils vont reprendre les efforts de flexion. Et on a représenté l'arche en traits fins pour signifier que cette arche-là va travailler uniquement en compression et ne prendra pas d'effort de flexion. Enfin, il est possible de retenir une solution intermédiaire où l'arche et le tablier contribuent tous deux à résister aux efforts de flexion. C'est ce qu'on a représenté sur la troisième ligne là, de schéma à gauche de l'écran. Donc, dans ce cas-là, et le tablier et l'arche contribuent à reprendre une part là, qui peut être variable des moments de flexion générés lorsque le profil de charge s'écarte du profil caténaire. Une dernière solution consiste aussi à trianguler l'espace entre le tablier et l'arche pour former un treillis capable de résister aux efforts de flexion. Cette stratégie permet de réduire à la fois la taille de l'arche et celle du tablier. C'est ce qu'on a représenté ici sur l'illustration là, à gauche en bas de l'écran. Si on revenait derrière et on allait considérer ce qu'on avait présenté pour les structures tendues, on voit que c'est un peu la même structure que pour la même stratégie que pour les structures tendues, mais évidemment, tout est inversé ici. La photographie reproduite à l'écran nous montre le pont Bayonne à New York. Cet ouvrage illustre bien la première stratégie où en fait on veut utiliser un tablier léger et mince qui est suspendu à une arche rigide. Donc on voit ici que l'arche est beaucoup plus rigide que le tablier. Donc dans ce cas-là, c'est l'arche qui va reprendre les efforts de flexion. On a un deuxième exemple ici qui illustre la deuxième stratégie. C'est un pont ferroviaire qui se trouve à Düsseldorf en Allemagne. Dans ce cas-là, on voit qu'on a exactement l'inverse.
On a un tablier qui est très rigide, un tablier entrayé qui est très rigide, qui est suspendu sur une arche qui, elle, est très mince. Donc, dans ce cas-là, c'est le tablier qui va reprendre les efforts de flexion et l'arche va reprendre uniquement les efforts de compression. On a ici un troisième exemple qui nous montre la troisième stratégie, c'est le Natchez Trace Parkway Bridge au Tennessee. Donc, dans ce cas-là, on voit que et le tablier et l'arche sont rigides. Donc, les efforts de flexion vont être partagés, en fait, entre le tablier et l'arche. Les deux composantes vont contribuer à résister aux efforts de flexion. Et finalement, ici, on a la dernière stratégie où on va venir trianguler l'espace entre le tablier et l'arche. Donc, dans ce cas-là, le tablier va être mince, l'arche aussi. Ces éléments-là vont travailler uniquement en compression et on va créer un système de treillis là, entre l'arche et le tablier. Et c'est ce treillis-là qui va reprendre les efforts de flexion. Pour calculer la résistance à la compression d'une arche, on doit déterminer sa longueur libre de flambement. Lorsque le déplacement latéral de l'arche est empêché à certains points de son profil, la longueur de flambement est égale à la distance entre deux points de retenue. C'est ce qu'on a représenté sur l'illustration en bas à gauche de l'écran, où on a une arche caténaire qui est retenue à deux endroits, au tiers de la portée. Donc, on a en pointillé là, la déformation de l'arche. Donc, dans ce cas-là, la longueur de flambement, ça va être la distance maximale entre deux points d'appui qu'on a représenté ici sur l'illustration. Si au contraire, l'arche est libre de se déplacer latéralement sur toute sa longueur, le calcul de la longueur de flambement est plus complexe, mais en première approximation, on peut considérer que la longueur de flambement est égale à la distance linéaire entre son sommet et l'un des points d'appui. C'est ce qu'on a représenté ici sur l'illustration en bas à droite. Encore là, on a représenté en pointillé la déformation de l'arche lorsque j'aurai une rupture par flambement. Puis je constate que la longueur de flambement dans ce cas-là, ça va être justement la distance entre un point d'appui et le sommet de l'arche. Considérons maintenant la poussée horizontale que l'arche exerce à ses points d'appui. Donc, comme pour le cas des structures caténaires tendues, il faut être capable de transférer cette composante horizontale-là aux fondations. Donc, il existe trois façons de le faire. La solution idéale, ça consiste à asseoir l'arche directement sur le roc, ce qui n'exige que des fondations de petite dimension. Donc, c'est ce qu'on a représenté sur le dessin en haut à gauche de l'écran. Donc, si le roc est près de la surface et qu'on peut aller s'appuyer directement sur le roc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de fondations importantes. La seconde option consiste à déposer l'arche sur des contreforts massifs en béton armé qui vont transmettre les efforts verticaux et horizontaux au sol de fondation. Donc, selon l'intensité des charges qui s'exercent sur l'arche et selon la capacité portante du sol, ces fondations-là vont être plus ou moins grosses, mais généralement, ce système-là va nécessiter là, des fondations massives, des fondations importantes. Finalement, la troisième possibilité consiste à déposer l'arche sur des semelles de fondation enfouies dans le sol. Ces semelles vont avoir une grande dimension pour résister à l'action combinée des forces verticales et horizontales. Nous avons reproduit ici à l'écran une photographie du stade TELUS de l'Université Laval en construction, simplement pour montrer les contreforts en béton armé là, qui sont nécessaires pour reprendre la composante horizontale là, de la poussée de l'arche. Donc on voit le fait d'avoir une composante horizontale qui est transmise au sol, ça peut nous demander là, des pièces assez massives au niveau des fondations. Et enfin, une dernière solution qui est très efficace consiste à relier les deux points d'appui par un tirant d'acier qui peut être placé soit au-dessus du sol, comme on voit sur l'illustration en haut à gauche de l'écran, soit en dessous du niveau du sol, comme sur l'illustration qu'on voit ici en bas à gauche de l'écran. À ce moment-là, c'est le tirant d'acier qui va reprendre les efforts horizontaux, de sorte que seules les forces verticales seront transmises aux semelles de fondation. Donc, à ce moment-là, on a des semelles de fondation standards là, qui sont de relativement petite dimension. Donc, c'est un système très efficace. Nous allons maintenant donner quelques exemples de conception de structures caténaires comprimées d'arches. Donc, comme premier exemple, nous avons choisi de concevoir et dimensionner une toiture recouvrant un stade de soccer un peu similaire au stade de soccer, le TELUS, justement, à l'Université Laval.
À titre d'exemple, nous allons donc considérer la toiture d'un stade de soccer intérieur qui serait construit à Chicoutimi et qui serait construit d'une série d'arches en bois lamelé collé espacées de 8 mètres centimètres. On a représenté ici en haut, à gauche de l'écran, une représentation schématique de la structure. L'arche franchit en fait une portée libre de 70 mètres. L'un de ses points d'appui est déposé au sol, alors que le second est appuyé sur une structure triangulaire en acier à 6 mètres au-dessus de la fondation, comme on peut voir sur l'illustration là en bas à gauche de l'écran. On souhaite qu'au centre de la portée, l'arche soit située à 18 mètres au-dessus des points d'appui. Donc, on veut tracer le profil exact de l'arche et dimensionner les profilés en bois lamelé collé qui seraient utilisés pour cette structure. Le chargement de la toiture est estimé à 1,6 kN par mètre carré et la charge de neige à Chicoutimi est égale à 3,2 kN par mètre carré si on consulte le tableau 2,5 des notes de cours. La charge totale majorée est donc égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive, ce qui nous donne 1,25 fois 1,6 plus 1,5 fois 2,2, donc une charge totale majorée de 6,8 kN par mètre carré. La charge totale que supporte chacune des arches va être donnée par l'expression suivante. On a 6,8 kN par mètre carré fois 8 mètres, la largeur tributaire supportée par chacune des arches, fois 70 mètres, la longueur de l'arche, donc ça nous donne une charge totale de 3808 kN. On peut subdiviser, comme on le faisait précédemment pour les structures caténaires tendues, la toiture en 10 intervalles de 7 mètres de largeur, donc 10 fois 7 mètres, ça va nous donner notre 70 mètres de portée. Et au centre de chacun de ces intervalles, on va placer une charge concentrée de 380,8 kN, c'est-à-dire notre charge totale là, de 3808 kN divisé par 10. Sur le diagramme de forme, on va indiquer la position des 3 points par lesquels doit passer l'arche. Et on va placer les 10 charges concentrées et tracer la corde de fermeture entre les deux points d'appui. Puisque la charge est uniformément répartie sur toute la longueur de l'arche, on sait que le point Z se situe à mi-hauteur de l'axe vertical qui représente les forces externes, c'est-à-dire que le point Z va être superposé au point F. À partir de ce point, on trace alors une ligne parallèle à la corde de fermeture sur le polygone de force. On sait que le point O va se trouver quelque part sur cette ligne, mais il nous est pour l'instant impossible de trouver sa localisation exacte. On va donc placer le point O arbitrairement sur cette ligne et on va tracer le polygone de force. C'est ce qu'on a illustré ici en bas à gauche de l'écran. Une fois qu'on a tracé notre polygone de force, on va pouvoir tracer le profil de l'arche sur le diagramme de forme. Et on s'aperçoit sur ce diagramme-là qu'on va obtenir un profil qui passe par les deux points d'appui, mais qui ne passe pas par le point central. Sur le diagramme de forme, on va donc tracer deux cordes qui relient le sommet de l'arche à ces deux points d'appui. Ce sont les lignes pointillées en rouge, là, en haut à gauche sur le polygone de force. Et on va prendre deux lignes parallèles à ces deux lignes-là et on va les ramener sur le polygone de force à partir du point 0. Donc, ces deux lignes-là, c'est les deux lignes qu'on voit pointillées en rouge là, sur le polygone de force, qui sont parallèles aux deux cordes de fermeture sur le diagramme de forme. Et ces deux lignes-là vont croiser l'axe vertical des forces externes en deux points qu'on va identifier X et Y. Maintenant que l'on a localisé les points X et Y sur le polygone de force, on peut retourner au diagramme de forme pour tracer deux cordes qui relient le point recherché au sommet de l'arche aux deux points d'appui. Donc, ces deux cordes-là sont représentées par les lignes pointillées en vert là, sur le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Sur le polygone de force, on va donc tracer deux droites parallèles à ces deux cordes qui passent par les points X et Y. Ces deux droites-là vont se croiser au point O, qui va nous donner notre point focal final pour la forme caténaire recherchée. On va alors compléter le polygone de force et à partir du polygone de force, on va retourner au diagramme de forme pour tracer le profil de l'arche. On s'aperçoit maintenant que ce profil-là passe par les trois points recherchés, c'est ce qu'on voulait.
Le polygone de force reproduit en bas à gauche de l'écran nous indique que la force de compression maximale dans l'arche est égale à 2981 kN et qu'elle se situe près de l'appui gauche. Dans l'axe vertical, la longueur de flambement est égale à 39,3 mètres, ce qui correspond à la distance entre un point d'appui et le sommet de l'arche qu'on peut voir sur l'illustration en bas à droite de l'écran. Dans l'axe horizontal, la longueur de flambement est égale à la distance entre les entretoises, c'est-à-dire les poutres de bois qui sont orientées perpendiculairement entre les arches pour empêcher celles-ci de se déplacer latéralement. La valeur du coefficient de retenue est égale à 1 dans les deux directions. En consultant le tableau 2.8, on trouve que la contrainte admissible en compression et le module élastique du bois lamelé collé sont respectivement égaux à 30,2 MPa et 12,4 GPa si on utilise du sapin Douglas. En utilisant la feuille Excel conçue pour le dimensionnement des poteaux en bois, on fait varier les dimensions du profilé, c'est-à-dire la largeur B et la hauteur H, ainsi que la longueur de flambement selon l'axe faible, c'est-à-dire la valeur de LY, pour trouver un profilé pour lequel PRX et PRY soient tous les deux supérieurs à la charge appliquée qui est de 2981 kN. On a reproduit ici en bas de l'écran le résultat obtenu avec la feuille Excel pour la conception sur mesure des profilés. On constate qu'après quelques itérations, notre choix s'est arrêté sur un profilé de 215 par 1200 mm pour lequel on trouve une résistance en compression selon l'axar de 2999 kN, donc qui est supérieure à la charge maximale supportée par l'arche qui est égale à 2981 kN. On trouve également que la distance maximale entre les entretoises est égale à 7 mètres. Donc, pour une longueur de flambement de 7 mètres selon l'axe faible, on va avoir une résistance en compression selon l'axe faible, PRY, qui est égale à 3029 kN. Donc, c'est plus grand que la charge qui est appliquée de 2981 kN. Donc, on va donc utiliser une arche de 215 par 1200 mm avec des entretoises là, perpendiculairement à l'arche au niveau de la toiture, comme on voyait dans l'illustration du début, qui ne sont pas plus espacées que 7 mètres sans centre. Pour mieux saisir la grande efficacité structurelle des arches, on pourrait calculer la taille que devraient posséder des profilés en bois lamelé collé si on remplaçait les arches par des poutres horizontales. Le moment fléchissant et l'effort tranchant maximaux sera alors donné par les expressions suivantes. Donc, on aurait un moment fléchissant MF qui serait égal à WF fois L au carré sur 8, donc 6,8 kN par mètre carré, fois la largeur tributaire associée à une arche, 8 mètres, fois la portée de l'arche au carré, 70 mètres au carré, divisé par 8, donc ça nous donnerait un moment de flexion de 33 320 kN/m. Et l'effort tranchant serait égal à WF fois L sur 2, donc 6,8 kN par mètre carré, fois la largeur tributaire de 8 mètres, fois la portée de 70 mètres divisé par 2, ce qui nous donne un effort tranchant de 1904 kN. En utilisant la feuille Excel prévue pour le dimensionnement des profilés sur mesure, avec une valeur de FB de 25,6 MPa et de FV de 2 MPa, ce sont les propriétés du bois lamelé collé pour le sapin Douglas, on choisirait après quelques itérations un profilé de 315 x 5300 mm pour lequel on trouve que le moment résistant est égal à 33 978 kN/m, donc c'est supérieur à la valeur de MF, et on trouverait un effort tranchant résistant de 2003 kN qui est également supérieur à l'effort tranchant provoqué par les charges externes. On constate alors que comparativement à l'arche, la poutre serait presque 4 fois plus haute et qu'elle nécessiterait un volume de bois 6,5 fois plus important. Donc il est clair que pour cet ouvrage, le choix d'une toiture plate reposant sur des poutres en bois ne serait pas une solution envisageable. Comme second exemple, nous avons choisi d'étudier le Broadgate Exchange House à Londres. En 1990, on inaugurait à Londres le Broadgate Exchange House, un édifice à bureaux de 10 étages, en fait 10 planchers plus la toiture, conçu par la firme d'architectes Skidmore, Owen et Merrill. On a reproduit en bas de l'écran là, une représentation là, de ce bâtiment.
Cet édifice est supporté par 2 arches en acier à chaque côté du bâtiment pour dégager une vaste esplanade au-dessus d'un stationnement et d'une gare de train souterraine. Chacune de ces arches est haute de 42 mètres et franchit une portée de 78 mètres entre ces 2 points d'appui. La figure représentée en haut à gauche de l'écran montre une vue de face du bâtiment. On voit bien l'arche qui supporte le bâtiment de 10 étages pour dégager une esplanade libre de poteaux au niveau du rez-de-chaussée et au-dessus de la gare de train. En plan, le bâtiment fait 52 mètres par 78 mètres. Il est supporté par 4 arches, 2 arches extérieures placées devant les façades ainsi que 2 arches intérieures qu'on peut voir sur la vue en élévation du bâtiment qui est représentée en bas à gauche de l'écran. La charge morte des planchers et de la toiture est évaluée à 2,8 kN par mètre carré. La charge d'utilisation est égale à 2,4 kN par mètre carré pour les planchers, là, c'est un édifice à bureau, et de 1 kN par mètre carré pour le toit. C'est la charge minimale imposée par le Code national du bâtiment. À Londres, il n'y a pas suffisamment de neige pour que la charge de neige soit supérieure à 100. Les 2 arches intérieures sont celles qui supportent la plus grande aire tributaire. Pour chacun des étages, cette aire tributaire-là, A va être égal à l'expression suivante. Donc, c'est égal, si on regarde sur la vue en élévation en bas à gauche, on va avoir, chaque arche va supporter une largeur tributaire qui va être égale à 18,5 mètres plus 15 mètres divisé par 2, c'est-à-dire l'aire de plancher de part et d'autre de l'arche, fois la longueur de l'arche. Donc, on a 12 poteaux qui s'appuient sur l'arche. Chacun de ces poteaux-là couvre une longueur de 6 mètres. Donc, ça va faire x 12 x 6 mètres, ce qui représente une aire tributaire totale de 1206 mètres carrés par étage. La charge morte totale supportée par l'arche est égale à 2,8 kN par mètre carré, fois 1206 mètres carrés par étage, fois 11 étages, qui nous donne une charge morte totale de 37 150 kN. Le facteur de réduction de la charge d'utilisation pour l'ensemble des planchers est égal à 0,3 plus la racine carrée de 9,8 divisé par A. Donc, c'est égal à 0,3 plus la racine carrée de 9,8 divisé par 10 fois 1206 mètres carrés, ce qui nous donne 0,33. La charge vive totale est calculée en additionnant la charge minimale d'utilisation sur le toit à la charge d'utilisation des planchers majorée par le facteur de réduction. Donc, sur le toit, on a 1 kN par mètre carré fois 1206 mètres carrés plus la charge des planchers qui est égale à 2,4 kN mètre carré fois 1206 mètres carrés par étage, fois 10 étages, fois le facteur de réduction de 0,33, ce qui nous donne au total une charge morte de 10 760 kN. La charge totale majorée est obtenue en faisant 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, on a 1,25 fois 37 150 kN plus 1,5 fois 10 760 kN, ce qui va nous donner une charge totale majorée de 62 580 kN. L'arche supporte 12 charges concentrées transmises par les poteaux, en considérant que les poteaux d'extrémité transmettent leur charge directement au point d'appui sans solliciter l'arche. Chacune de ces charges concentrées est égale à 5215 kN, c'est-à-dire 62 580 kN divisé par 12. En utilisant la méthode graphique, on peut tracer le diagramme de forme ainsi que le polygone de force de la structure. C'est ce qu'on a représenté ici à gauche de l'écran. Donc, on obtient le profil exact de notre arche caténaire. Et on constate aussi sur le polygone de force que la force de compression maximale dans l'arche est égale à 34 940 kN. On remarquera également que notre polygone de force est très compact, ce qui témoigne de la grande efficacité structurelle de l'arche. Les efforts à l'intérieur de notre arche sont relativement petits par rapport aux charges externes qu'elle supporte. C'est un peu normal parce qu'étant donné qu'on supporte un bâtiment de 10 étages de haut, on a une charge très importante. Donc, on avait l'obligation d'avoir une structure qui était, elle aussi, très performante, ce qui est le cas. L'arche est constituée en fait de 2 profilés en C placés dos à dos, de part et part des membrures verticales, ce qui va faciliter les assemblages. On a en haut à gauche de l'écran une illustration qui nous montre
un des points d'attache de l'arche. Donc on voit les deux profilés en C dos à dos qui constituent l'arche. On voit que les membrures verticales, les poteaux, passent entre ces deux profilés-là et sont rattachés au plancher par l'intermédiaire de poutres de transfert. Donc c'est ces poteaux-là qui vont transférer la charge verticale à l'arche. Le fait d'avoir deux profilés plutôt qu'un seul profilé pour l'arche, ben, ça permet justement de faire passer les poteaux entre les deux et de simplifier considérablement les assemblages, là, ce qui est un avantage constructif important. Dans ce cas-là, on voit aussi que le concepteur a choisi de mettre toute la structure complètement devant la façade. On voit que le mur rideau est placé derrière, justement pour pas qu'il y ait de conflit avec les éléments qui se chevauchent. Donc, on a vraiment dégagé un espace entre la structure et la façade pour pouvoir faciliter la construction. Les deux profilés en C, on remarque aussi qu'ils sont liés au niveau de leurs ailes. Hein? On a des plaques d'acier au niveau des ailes qui relient les deux profilés en C ensemble, de manière à ce que leur élancement, selon l'axe faible, soit au moins égal à celui selon l'axe fort. Chacun des profilés en C devra résister à une charge de compression de 17 470 kN, c'est-à-dire 34 940 kN divisé par 2, selon son axe fort. L'arche est retenue par deux membrures inclinées à 45 degrés. Si on regarde sur le petit dessin en bas à gauche de l'écran, on constate que la longueur effective de flambement, c'est la distance maximale entre deux points d'appui. Donc, dans ce cas-là, c'est égal à 43 mètres, c'est-à-dire la distance maximale entre la distance horizontale entre les deux points d'appui, les deux tirants qui viennent s'accrocher sur l'arche. En utilisant la feuille de calcul Excel pour les profilés sur mesure, qui est illustrée en bas à droite de l'écran, notre choix s'arrête finalement après quelques itérations sur le profilé qui est illustré en bas à gauche de l'écran. Donc, on a un profilé qui fait 1200 mm de hauteur. Chacun des profilés en C fait 300 mm de largeur. Les ailes ont 90 mm d'épaisseur et l'angle de chacun des profilés en C fait 52 mm d'épaisseur. Pour cette géométrie-là, on obtient que la résistance en compression selon l'axe fort est égale à 17 602 kN. Donc, c'est supérieur à la charge maximale qui est transmise à l'arche, qui est égale à 17 470 kN. La membrure en acier qui forme l'arche est très élancée, puisque son épaisseur ne représente qu'environ 1/92e de sa longueur, même si elle supporte un bâtiment de 10 étages. À titre de comparaison, on peut dire que les poutres usuelles, là, les poutrelles en acier qui sont utilisées là, couramment pour supporter les planchers, ont un rapport d'élancement de 1/24e, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus massive, même si elle ne supporte qu'une toute petite surface de plancher, parce que généralement la largeur tributaire de ces poutrelles-là est d'environ 2 mètres. Cela illustre bien la grande efficacité structurale des arches caténaires comprimées. Donc, dans ce cas-là, avec une petite quantité d'acier, on peut supporter un bâtiment de 10 étages, là, ce qui est vraiment remarquable d'efficacité. La figure reproduite à gauche de l'écran montre le détail d'assemblage de l'arche à son point d'appui. Dans ce cas, le concepteur a choisi d'utiliser un tirant pour unir les deux points d'appui de l'arche, de façon à ce qu'on ne transmette uniquement qu'une charge verticale au niveau des fondations, on n'a pas de réaction d'appui horizontale transmise aux fondations. Cette réaction d'appui horizontale va être reprise par le tirant. La composante horizontale de la force de compression de 34 940 kN à la base de l'arche va donc être prise par le tirant horizontal qui va relier les deux points d'appui. Cette force est égale à 15 640 kN, comme l'indique le polygone de force de la structure que nous avons présenté là, dans une diapositive précédente. De cette façon, seule une force verticale de 31 290 kN sera transmise aux fondations, ce qui évite bien des soucis dans la conception des ouvrages souterrains. Le tirant est lui-même constitué de la superposition de 4 plaques rectangulaires en acier de 450 mm de hauteur. La résistance à la traction de chacune des membrures du tirant va être égale à T indice R qui est égal à phi fois B la largeur de la plaque
fois H, la hauteur de la plaque, fois F indice T, la contrainte admissible en tension de l'acier. On veut que tout ça, et ça soit évidemment supérieur ou égal à TF, l'effort maximal qui est généré dans notre plaque. La largeur de chacune des plaques, B, va donc être égale à l'expression suivante. B doit être plus grand ou égal à TF divisé par phi H F indice T. Donc, ça va être plus grand ou égal à 15 640 000 newtons, c'est-à-dire l'effort de traction maximal dans le tirant, divisé par 4, parce que le tirant est constitué de 4 plaques. Tout ça est divisé par 0,9, divisé également par 450 mm, la hauteur de la plaque, et divisé par 350 newtons par millimètre carré, la contrainte admissible de l'acier pour l'acier d'outre charpente usuelle. Donc, ça va nous donner une largeur de plaque qui doit être plus grande ou égale à 28 mm. Les deux membrures diagonales qui relient l'arche au tirant contribuent à accroître sa résistance en réduisant sa longueur de flambement, comme nous l'avons vu précédemment. Mais en fait, ce n'est pas leur fonction principale. Leur fonction principale est de servir de pièce de contreventement pour accroître de façon très considérable la stabilité de la structure. On a représenté ici, à gauche de l'écran, une figure qui nous montre la déformation de la structure telle qu'évaluée par les ingénieurs qui ont conçu cet ouvrage. Donc, en haut, on a la déformation de la structure si l'arche n'était pas contreventée, c'est-à-dire si on n'avait pas les deux membrures diagonales. Et sur l'illustration du bas, on a la déformation de la même structure, mais lorsqu'elle est contreventée, c'est-à-dire lorsqu'on lui a agité les deux membrures diagonales. Donc, en regardant cette figure, on voit bien que la présence des deux diagonales, dont l'une va être sollicitée en traction et l'autre en compression, réduit de façon très considérable le déplacement horizontal au sommet de l'arche, ainsi que la longueur de flambement. Donc, dans ce cas-là, ces deux membrures-là ont un rôle stabilisateur très important pour que les déformations de la structure, lorsqu'elle va être soumise à des cas de charge variables, demeurent faibles. La figure reproduite ici à gauche de l'écran montre bien cet effet de stabilisation. En effet, la forme de l'arche a été choisie pour agir comme une structure caténaire lorsqu'elle est soumise à une charge uniformément répartie. Elle peut cependant subir des déformations importantes lorsque la charge n'est pas symétrique. Si on regarde la vue, l'illustration en haut à gauche de l'écran, on voit la déformation que la structure subirait si on avait la charge d'utilisation maximale sur la partie gauche du bâtiment et la moitié de cette charge d'utilisation-là sur la partie droite. Donc, on constate sur la figure en haut à gauche que si l'arche n'était pas contreventée par les deux membrures diagonales, notre structure subirait des déformations importantes et on voit que ces déformations-là seraient transmises au niveau des planchers. Là, on constate que tout notre bâtiment se déforme de façon assez importante. En bas à gauche, on a la même chose, mais avec les deux membrures diagonales. Donc, on a en pointillé bleu, ce serait la géométrie initiale de l'arche, puis les traits continus noirs nous montrent l'arche déformée après l'application des charges. Donc, dans ce cas-là, on constate que la présence des deux membrures diagonales diminue de façon très importante les déformations. Donc, ça va accroître de façon importante également la rigidité de la structure et ça va la rendre bien plus stable. Donc, dans ce cas-là, ces deux membrures-là, même si elles sont petites et elles contiennent peu d'acier, elles ont un rôle stabilisateur important. Si on n'avait pas choisi d'utiliser deux membrures comme ça diagonales pour venir stabiliser notre arche, on aurait été obligé de grossir beaucoup l'arche. On aurait une arche beaucoup plus grosse pour être capable de lui conférer suffisamment de rigidité pour que les déformations de la structure demeurent en deçà d'un seuil acceptable. Donc, on voit ici une photographie du bâtiment qui montre bien la structure qui est vraiment, comme je le mentionnais, décalée de la façade. Là, on a choisi de placer la structure devant la façade. On voit l'arche, qui est relativement, comme on le disait aussi, qui est relativement
mince qui est très élancé par rapport à la portée, qui vient s'appuyer sur les deux culées de béton à chaque extrémité pour dégager tout l'esplanade en dessous. Il n'y a aucun poteau entre les deux points d'appui, donc tout l'espace en dessous est libre. Et on voit les deux membrures diagonales qui elles aussi sont petites, hein, c'est des membrures circulaires qui vont venir stabiliser notre arche comme nous l'avons vu précédemment. On voit ici un agrandissement de la façade qui montre bien le système retenu. Donc on voit l'arche qui est constituée là, de deux profilés en C placés dos à dos. On sent sur la photo là, que les ailes de ces profilés-là sont assez épaisses. On voit les poteaux qui passent entre les deux profils en C pour transmettre la charge verticale à l'arche. On voit les petites poutres, ici les petits éléments de poutres horizontaux là, qui viennent accrocher les planchers en fait, du bâtiment après les poteaux. Et on voit également les membrures diagonales, là, les tirants diagonaux, qui sont des profilés tubulaires qui viennent s'accrocher sur l'arche pour la stabiliser. Enfin, sur cette dernière diapositive, on voit des détails d'assemblage. À gauche, on voit le détail d'assemblage là, entre l'arche, le poteau, les planchers et les contreventements diagonaux. Donc, on voit, comme je le mentionnais, que le fait d'utiliser deux profilés, ça facilite les assemblages. Si vous regardez les poteaux, par exemple, dans le bas de l'écran, on voit que l'attache du poteau n'est pas fait au niveau du nœud. Hein. On a une plaque de transfert avec plusieurs boulons. Là. On a fait l'attache plus basse pour pas justement congestionner que le nœud soit trop congestionné, puis pour faciliter les assemblages. En haut, à droite de l'écran, on voit les tirants horizontaux à la base, là, qui reprennent la composante horizontale de la réaction d'appui. Donc ces tirants-là, comme je le mentionnais, sont constitués de la superposition de quatre plaques d'acier. On voit la même chose sur la figure en bas à droite, avec l'appui là, sur le massif de béton. Et on voit les tirants qui sont très minces en fait par rapport à l'arche puis par rapport au poids du bâtiment. Donc c'est une structure qui est très efficace. Comme l'acier est très efficace en tension, bon, en fait, on peut reprendre la composante horizontale de la réaction d'appui avec des membrures qui sont très minces. Le fait aussi d'utiliser 4 plaques comme tirant plutôt qu'une seule, ça a permis aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus mince, parce que comme les plaques sont superposées, on ne les voit pas. Donc d'un point de vue visuel, pour l'architecte, ça permettait de réduire cet élément-là beaucoup là, pour qu'il ne soit pas trop visible, pour qu'il soit très petit, très léger là, sur la silhouette de la façade. Comme troisième exemple, nous avons choisi de présenter le pont Salguina-Tobel construit en Suisse. Robert Maillard est un ingénieur suisse qui, en utilisant les méthodes d'analyse graphique des structures, a conçu et construit de remarquables ponts en béton armé en forme d'arche au début du 20e siècle. Le pont Salguina-Tobel, qu'on voit représenté ici en haut à gauche de l'écran, qui a été construit en 1930, en est un des exemples les plus célèbres. Pour ce pont, l'arche principale franchit une portée de 90 mètres avec une flèche de 13,5 mètres. Le tablier du pont fait 3,5 mètres de largeur et est légèrement incliné de 3 degrés par rapport à l'horizontale, comme on peut le constater là, sur l'illustration en bas à gauche de l'écran. Le poids de l'ouvrage est égal à 95 kN par mètre linéaire, alors que la charge d'utilisation est-elle égale à 17,8 kN par mètre linéaire. La charge totale majorée est donc donnée par 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, ce qui nous donne 1,25 fois 95 kN par mètre plus 1,5 fois 17,8 kN par mètre pour une charge totale majorée de 145,5 kN par mètre linéaire, ou si vous préférez, de 14 tonnes et demie par mètre linéaire. En supposant que la charge est uniformément répartie sur toute la longueur du pont, on peut diviser l'arche en 10 intervalles qui supportent chacun une charge P qui est égale à 14,5 kN par mètre fois 90 mètres divisé par 10, donc une charge de 1310 kN. En utilisant la méthode graphique, on peut analyser la structure en traçant le diagramme de forme ainsi que le polygone de force. On trouve alors que la force de compression maximale dans l'arche
est égal à 12 740 kN. Nous avons reproduit à l'écran le résultat de l'analyse statique où on voit le diagramme de forme en haut de l'écran et le polygone de force en bas. Dans ce cas-là, comme la charge était uniformément répartie, on pouvait trouver directement la localisation du point O. Donc, on sait que la flèche au centre de l'arche est égale à 13,5 mètres. Si on place sur le diagramme de forme en haut de l'écran un point à une distance qui est 2 fois égale à cette flèche-là, on va tracer les deux lignes bleues pointillées qui vont se croiser au centre. Et on va ramener des lignes parallèles à ces deux lignes pointillées-là sur le polygone de force à partir du point A et du point K, les deux points d'extrémité. Et à ce moment-là, ces deux lignes pointillées-là vont se croiser à l'emplacement de notre point focal O. Donc, on va tracer le polygone de force. Une fois que le polygone de force va être tracé, on va pouvoir venir construire le diagramme de forme pour obtenir le profil de l'arche caténaire qui est illustré en haut de l'écran. Sur le polygone de force, on constate que l'effort de compression maximum est égal à 12 740 kN et qu'il est situé là à l'appui gauche du pont. On constate aussi sur ce polygone-là qu'au sommet du pont, l'effort de compression est égal à 9600 kN. L'arche en béton fait 3,6 mètres de largeur à son sommet et s'élargit progressivement pour atteindre 6 mètres de largeur à sa base. C'est ce qu'on voit sur l'illustration là, ici à gauche de l'écran où on voit que la largeur de l'arche caténaire est variable. Comme le pont est étroit, cela contribue à accroître la résistance à l'écart des charges horizontales. Comme notre arche s'élargit en s'approchant des appuis, pour les charges horizontales, les charges de vent, on va avoir une meilleure résistance. D'un point de vue esthétique, cela confère aussi à l'ouvrage un aspect de robustesse et de stabilité qui est agréable. Pour cette raison, la contrainte de compression sera plus élevée au sommet de l'arche qu'à sa base, même si la charge y est plus faible d'environ 20%. La présence d'un voile stabilisateur en béton, perpendiculairement à l'arche, empêche aussi tout déplacement latéral, ce qui fait en sorte que l'élancement de l'arche est pratiquement nul. Comme l'arche ne peut pas se déplacer latéralement, son élancement est à peu près nul. Et de cette façon, le béton peut développer sa pleine résistance à la compression, qui est environ égale à 25 MPa. 25 MPa, c'est représentatif des bétons qui étaient fabriqués à l'époque. Donc, c'est un béton là, de résistance très ordinaire. À titre de comparaison, je vous mentionne que dans un solage de béton, on a du béton de 20 MPa. Dans un bâtiment, c'est plutôt 30-35. Donc, 25 MPa, c'est une valeur très conservatrice pour la résistance du béton. La charge maximale de compression que l'arche peut supporter est donnée par l'expression suivante. On a P indice R qui est égal à phi fois F indice C fois B fois H. On veut évidemment que ça soit supérieur ou égal à P indice F, la charge maximale qui sollicite l'arche. Donc, dans cette expression, on a phi est égal à 0,6, c'est le coefficient de tenue du béton. Ce coefficient-là est bien inférieur à celui qu'on utilisait pour l'acier et le bois. Pour l'acier et le bois, on utilisait un coefficient de tenue de 0,9. Dans le cas du béton, on utilise un coefficient de tenue de 0,6 seulement parce que c'est un matériau dont les propriétés sont beaucoup plus variables. Donc, on se donne un plus grand facteur de sécurité. F indice C est égal à 25 MPa, c'est la résistance en compression du béton. C'est une résistance très ordinaire. B est la largeur de l'arche. H est son épaisseur. Donc, en isolant H dans cette équation, on trouve que H va être plus long ou égal à P indice F divisé par phi fois F indice C fois B. Dans ce cas-là, comme on sait que c'est au sommet de l'arche que la contrainte dans notre béton va être maximale, même si la charge est légèrement inférieure, comme notre arche est beaucoup moins large, ça va nous donner une contrainte qui est plus importante. Donc, c'est cet endroit-là qui va être critique. Si on avait une rupture en compression, la rupture surviendrait à cet endroit-là. Donc, on va faire 9600 000 newtons, la force de compression au sommet de l'arche, divisé par 0,6, divisé par 25 newtons par millimètre carré, la résistance du béton, divisé par 3600 mm,
c'est-à-dire la largeur de l'arche au sommet, ce qui va nous donner une épaisseur de 200 mm. Cela signifie qu'un mince ruban de béton de 200 mm d'épaisseur peut supporter une charge de 1310 tonnes sur une portée de 90 mètres. Donc, ça montre bien la grande efficacité des structures en arche. Peut-être à titre de comparaison, dans un plancher ordinaire, mettons dans un édifice à bureau, une dalle de 200 mm pourrait supporter une plancher sur des portées d'environ 8 mètres. Là. Donc, on aurait des portées carrées d'environ 8 mètres par 8 mètres et ça nécessiterait une dalle d'environ 200 mm d'épaisseur. Donc, on voit bien, ça illustre bien la grande efficacité de la structure. Lorsque la charge appliquée est symétrique, l'arche est sollicitée en compression pure. En revanche, lorsque la charge d'utilisation, c'est-à-dire le poids des camions, n'est pas réparti de façon symétrique sur l'arche, si par exemple les camions sont placés uniquement sur une moitié de l'arche, ça va générer des efforts de flexion significatifs dans notre structure. Puisque l'arche ne fait que 200 mm d'épaisseur, sa résistance à la flexion est très faible. C'est donc le voile stabilisateur qui va agir comme une poutre pour reprendre ces efforts de flexion. Un examen attentif de la structure montre que le voile stabilisateur épouse parfaitement la forme du diagramme de moment, ce qui permet d'atteindre la performance structurale optimale avec le minimum de matériaux. C'est ce que nous avons reproduit ici sur les figures à gauche de l'écran. Si on regarde la figure en haut, on voit notre arche caténaire, on voit le profil en trait gras là, de l'arche caténaire initiale et on voit en pointillé la déformation que subirait l'arche si on plaçait la charge vive uniquement sur la moitié gauche de l'arche. Au centre de l'écran, on voit le diagramme de moment correspondant. Donc, le diagramme de moment, en fait, suit la déformation de l'arche. Le diagramme de moment est calqué sur la déformation de l'arche. Donc, au centre de l'écran, on voit en jaune le diagramme de moment. On constate que la forme du diagramme de moment est une forme parabolique. Si on regarde la dernière illustration en bas de l'écran, le voile, on constate que le voile stabilisateur qu'on a ajouté pour justement y donner plus de rigidité et résister à ces moments-là, ce voile-là a une forme qui suit parfaitement la forme du diagramme de moment. Ça signifie qu'on va optimiser sa résistance structurelle. On vient vraiment placer le béton aux endroits où on en a le plus besoin. Hein. Au centre où le moment est important, on place beaucoup de béton. Au bout où c'est le moins important, on en place moins. Donc, ce voile stabilisateur-là a un rôle important parce que c'est lui qui va reprendre les efforts de flexion qui vont être générés lorsque la charge ne sera pas distribuée de façon symétrique sur le tablier du pont. D'ailleurs, pour être sûr que l'arche ne soit pas sollicitée en flexion et pour être sûr de ne pas avoir de rupture provoquée par des efforts de flexion dans l'arche, on a voulu créer des joints rotulés à la base et au sommet de l'arche pour être certain de ne pas développer d'efforts de flexion. Donc, la figure qui est illustrée ici en bas de l'écran montre les assemblages qui ont été imaginés par Robert Maillard pour que l'arche puisse pivoter librement aux joints rotulés. Donc, on voit qu'au niveau de ces assemblages-là, les barres d'armature vont se croiser au centre de l'arche et on va venir mettre des plaques de liège sur les faces externes de l'arche. Ces plaques de liège-là sont compressibles, ce qui fait que la structure de béton va pouvoir pivoter librement autour de ce point d'appui-là et de cette façon-là, on s'assure de ne pas générer d'efforts de flexion dans l'arche. Donc, c'est un détail quand même assez ingénieux pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure, pour s'assurer que la structure travaille vraiment de la façon dont elle a été conçue. La photographie reproduite à l'écran montre une vue du pont. Dans ce cas-là, je n'ai pas parlé de la composante horizontale, mais on vient s'appuyer directement, on voit que c'est une raison montagneuse où il y a beaucoup de rochers. Donc, on vient s'appuyer directement sur le roc, ce qui fait que la composante horizontale de la réaction d'appui est transmise directement au roc, donc ça ne pose pas de problème. On voit ici bien la forme du voile stabilisateur là, sur la photo. On a une deuxième photographie ici
qui nous permet de bien voir l'arche. On voit que cette arche-là était mince. On voit bien le voile stabilisateur aussi. On constate encore là que le voile stabilisateur au centre, ou plutôt au quart de la portée, est très épais, mais qu'il est en même temps très mince. Ça fait environ 200 mm d'épaisseur. Donc, c'est une mince paroi de béton qui vient stabiliser l'arche. Et puis une dernière série de photos qui montre des détails. Sur la photo à gauche de l'écran, on voit bien l'arche. On voit bien, oui, effectivement, l'arche qui est mince, qui fait environ 200 mm d'épaisseur et qui s'élargit, qui est plus mince au sommet, qui s'élargit à la base. On voit bien aussi le voile stabilisateur là, avec les poteaux en béton qui vont supporter le tablier. En haut à droite de l'écran, on a une vue là, qui est une vue agrandie qui montre ça. On voit qu'on peut circuler là, à l'intérieur de l'arche. Et on a la photo en bas à droite qui montre aussi la même vue là, au niveau de l'appui. On va maintenant interrompre nos exemples pour faire un aparté, s'intéresser à l'optimisation de la forme des arches caténaires. Dans tous les exemples que nous avons présentés précédemment, la force de compression dans les arches est variable. Cette force est minimale au sommet de l'arche et maximale au point d'appui. Puisque plus la flèche est élevée, c'est-à-dire plus l'arche est haute par rapport à sa hauteur, plus la différence entre la force de compression au sommet de l'arche et celle au point d'appui va être importante. On peut se poser la question s'il serait possible de concevoir une forme caténaire qui fasse en sorte que la force de compression soit uniforme sur toute la longueur de l'arche. Comme ça, on aurait quelque chose de plus efficace parce que la compression serait répartie plus uniformément sur toute la longueur. La réponse à cette question se trouve dans le polygone de force et montre bien aussi la puissance là, des méthodes graphiques lorsqu'on conçoit des structures, parce que ça nous aide à comprendre le comportement structural. La figure reproduite ici à gauche de l'écran montre une arche caténaire qui supporte un tablier qui est placé au-dessus d'elle. Sur cette figure, on a reproduit avec les lignes bleues pointillées la forme conventionnelle de l'arche caténaire et le polygone de force qui lui est associé en utilisant les techniques là, décrites précédemment. Donc le polygone de force, c'est celui illustré en bas à gauche avec les lignes pointillées bleues. Et on a sur le diagramme les lignes pointillées bleues qui nous donnent le diagramme de forme correspondant en haut de l'écran. Pour que la force de compression soit la même sur toute la longueur de l'arche, il nous faut alors modifier le polygone de force en traçant un arc de cercle qui est centré sur le point focal haut et qui passe par les points extrêmes sur la ligne verticale là, du polygone de force, c'est-à-dire les points A et H. De cette façon, on va avoir que chacun des efforts internes dans l'arche, c'est-à-dire les forces 0A, 0B, 0C, etc., chacun de ces efforts-là va être égaux car ils correspondent aux rayons d'un même cercle. On a tracé un arc de cercle, donc chacun des efforts internes dans l'arche a une longueur qui est égale au rayon du cercle. Toutefois, la modification du polygone de force a pour conséquence que les forces externes qui sollicitent l'arche, c'est-à-dire les forces AB, BC, CD, etc., ne sont plus verticales, mais qu'elles sont inclinées de manière à épouser la circonférence du cercle sur le polygone de force. En effet, on constate, en regardant le polygone de force en bas à droite, que maintenant, si on regarde la force qui est au centre, la force DE, elle est verticale, mais les autres forces sont inclinées, et plus on va s'approcher des appuis, plus cette inclinaison-là va être importante. Le corollaire de ça est que les membrures qui vont transmettre les forces du tablier sur l'arche ne seront plus verticales, mais inclinées. C'est ce qu'on a représenté sur le diagramme de forme en haut, en trait gras. Donc, en trait gras, on a représenté les membrures entre l'arche et le tablier qui sont maintenant inclinées pour suivre l'inclinaison là, qui est dictée par le polygone de force. Et ça va modifier aussi la forme du diagramme de forme. Donc, on obtient, en traçant ça et en ayant tracé le diagramme de forme, on obtient la structure optimisée qui est représentée là, en noir, en trait gras, sur la figure en haut à gauche de l'écran. On remarque sur cette figure que les écarts sont faibles entre le profil de l'arche conventionnelle, c'est-à-dire
l'arche qui est représentée en traits pointillés bleus, et le profil de l'arche optimisé qui est représenté ici en traits continus noirs. Donc le profil est presque identique, les différences sont faibles. La grosse différence étant surtout l'inclinaison des membrures là, entre l'arche et le tablier. En revanche, les écarts peuvent être plus importants selon la position du tablier. C'est ce que nous avons représenté ici par l'illustration à gauche de l'écran. Donc, sur cette illustration, on voit que si on soulève le tablier, l'écart s'accentue entre les deux profils. C'est ce qu'on voit sur la figure du haut. En plaçant le tablier plus haut, on voit que l'écart entre l'arche caténaire initiale, qui est représentée par les lignes pointillées en bleu, et l'arche optimisée est plus grand. À l'inverse, si on abaisse le tablier, l'écart va aussi s'accentuer. Donc, on s'aperçoit sur les deux illustrations du bas que si le tablier est situé en dessous du sommet de l'arche, en fait, l'arche optimisée va être dans ce cas-là, va être placée en dessous du profil de l'arche initiale qui est représenté en pointillé bleu. Et plus on va abaisser le tablier, plus cet écart-là va augmenter. Dans le cas où le tablier sera placé au niveau des points d'appui de l'arche, c'est l'illustration qu'on a en bas complètement à gauche de l'écran. On constate que l'écart entre la forme initiale de l'arche et la forme de l'arche optimisée est important parce que dans ce cas-là, l'arche optimisée a une hauteur qui est environ 20 fois inférieure à la hauteur de l'arche conventionnelle. Il serait possible de réduire les forces de compression dans l'arche optimisée en augmentant sa hauteur au centre de la portée de façon à se rapprocher du profil de l'arche conventionnelle. Pour y parvenir, il n'est pas possible d'utiliser la méthode décrite précédemment pour tracer une forme caténaire passant par 3 points prédéfinis dans l'espace, parce que cette méthode ne s'applique qu'à une famille de formes caténaires pour un même cas de charge. Or, dans le cas présent, comme l'inclinaison et l'intensité des charges varient avec le déplacement du point focal O sur le polygone de force, l'inclinaison des droites AB, BC, etc., c'est pas possible. Après quelques itérations, on peut quand même réussir à trouver le profil recherché. On constate alors que le profil de l'arche optimisée, qui est représenté en traits gras sur le diagramme de forme en haut de l'écran, est très proche de celui de l'arche conventionnelle qui est représenté en traits bleus pointillés, mais que la force de compression dans l'arche optimisée ne représente que 70% de la force de compression dans l'arche conventionnelle. Donc, si on regarde en bas de l'écran, on a en ligne gris pâle là, le résultat pour l'arche conventionnelle et on a en trait foncé les résultats pour l'arche optimisée. On s'aperçoit que la force de compression dans l'arche optimisée est 30% à l'inférieur à celui de la force de compression dans l'arche conventionnelle. Donc, on a notre forme optimisée en haut de l'écran où nos membrures qui relient l'arche au tablier sont inclinées, mais nous permettent là, d'aller chercher une compression uniforme sur toute la longueur de l'arche et de diminuer la valeur de cette compression par rapport à l'arche conventionnelle qu'on avait initialement. La photographie qui est montrée ici à l'écran montre l'exemple d'un point en arche comme ça, où les membrures qui relient le tablier à l'arche ont été inclinées justement pour optimiser l'arche et pour s'assurer que l'effort de compression soit uniforme sur toute la longueur de l'arche. Ici, on voit bien là, la géométrie avec les membrures inclinées. Comme quatrième exemple, nous allons maintenant étudier la passerelle piétonne Léopold-Sédar-Senghor à Paris. La passerelle piétonne Léopold-Sédar-Senghor enjambe la Seine dans le 6e arrondissement de Paris. Conçue par l'architecte-ingénieur Marc Membran et inaugurée en 1999, elle est constituée de 2 tabliers superposés comme nous pouvons voir sur l'illustration en haut à gauche de l'écran. Le tablier inférieur forme une voie de circulation centrale de 3 mètres de largeur, supportée par une arche en acier très élancée de 106 mètres de portée et de 6 mètres de flèche, comme on peut voir sur le schéma en bas à gauche de l'écran. Quant au tablier supérieur, il est constitué de 2 voies de circulation latérales qui s'appuient sur l'arche en acier via une série de traverses verticales en forme de V.
Ces traverses sont inclinées d'une part pour uniformiser les efforts de compression dans l'arche comme on a vu précédemment, et d'autre part pour donner à la passerelle une silhouette plus dynamique et esthétiquement agréable. À l'écran, on a ici reproduit une vue en coupe de la passerelle. Donc sur l'image dessus, c'est la coupe de la passerelle au centre de la portée. Donc au centre de la portée, on a le tablier qui fait 9 mètres de large, qui fait toute la largeur de la passerelle, et notre passerelle et elles sont plus minces. Et en bas, on a une coupe prise plus près des appuis, où là, on a notre tablier central qui est plus bas, et les deux tabliers latéraux qui sont plus hauts, reliés ensemble là, par les membrures diagonales. Les charges mortes et vives sont respectivement égales à 6,1 et 4,8 kN par mètre carré. La charge totale majorée est donc donnée par l'expression suivante. On a 1,25 fois la charge morte qui est égale à 6,1 et 1,5 fois la charge vive qui est égale à 4,8. Donc ce qui nous donne une charge totale majorée de 14,8 kN par mètre carré. La largeur de la structure varie légèrement sur toute la longueur de l'arche, mais par souci de simplicité, nous utiliserons la largeur maximale de 15 mètres. Chacune des deux arches porteuses en acier supporte donc une largeur tributaire de 7,5 mètres, c'est-à-dire la largeur totale de notre passerelle, 15 mètres divisé par 2, ce qui inclut les tabliers supérieurs et inférieurs. Comme la structure est symétrique, seulement la moitié de l'arche sera analysée pour accroître la lisibilité du polygone de force, qui est dans ce cas-là très aplati. Dans le même souci de lisibilité, un nombre réduit de traverses sera pris en compte. C'est pourquoi nous considérerons que les traverses sont espacées de 8,83 mètres centre à centre, alors que dans la réalité, cet espacement est égal à 3 mètres centre-centre. De cette façon, on va limiter le nombre de forces sur notre structure. Là, ça va simplifier l'analyse et la rendre plus lisible. À chaque traverse, la charge concentrée qui sera transmise à l'arche sera donc égale à 14,8 kN par mètre carré, fois l'aire tributaire, qui est égal à 7,5 mètres, la demi-largeur de la passerelle, fois 8,83 mètres, l'espacement entre les traverses, donc ce qui nous donne une charge de 980 kN. La figure reproduite à gauche de l'écran montre le résultat de l'analyse structurale de l'arche porteuse à l'aide de la méthode graphique. Comme nous l'avons déjà mentionné, comme les charges et comme tout est symétrique, nous avons analysé uniquement la moitié de la structure par souci de lisibilité. On constate que la force maximale de compression dans l'arche atteint 23 350 kN, ce qui est élevé si on la compare à la charge verticale supportée par la structure qui est égale à 12 740 kN. Donc on voit que notre polygone de force est très aplati, ce qui signifie que les efforts générés là, sont élevés par rapport à la charge qui est portée. On constate par ailleurs aussi que la composante horizontale de la réaction d'appui, ce qui serait, qu'on pourrait lire sur le polygone de force, là, ce qui serait la ligne horizontale dans le bas du polygone de force, cette réaction horizontale-là, qui est transmise aux fondations, est presque aussi élevé que la charge de compression, parce que notre polygone de force est très bas, ce qui signifie que la charge horizontale qui va être transmise aux fondations va nécessiter d'importantes culées en béton aux deux extrémités de l'arche pour être capable de répartir cette charge-là sur les rives de la Seine. Heureusement, ces culées-là existaient déjà puisque la passerelle remplace un pont routier en fonte qui avait été construit en 1861 et détruit en 1961 et remplacé par une passerelle en acier démolie à son tour en 1992. Donc, dans ce cas-là, pour gérer justement la composante horizontale de la réaction d'appui, c'est toujours une préoccupation lorsqu'on a des formes caténaires, on pouvait s'appuyer sur des fondations existantes qui étaient capables de reprendre ces forces horizontales-là. Donc, c'est ce qui a permis aux constructeurs de construire une arche comme ça, qui est très mince, qui a un profil très bas, parce qu'on était capable de gérer la réaction d'appui horizontale au niveau des appuis. Sur la figure, en bas à gauche de l'écran, on constate que chacune des arches est constituée de deux profilés en forme de I, dont les ailes sont elles-mêmes constituées de profilés elliptiques en acier
de 600 mm de largeur. Ces ailes sont liées par des membrures verticales espacées à 1,2 m centre centre. Pour être en mesure d'utiliser la feuille Excel conçue pour le dimensionnement des poteaux en acier, nous allons remplacer les profilés elliptiques par des plaques rectangulaires dont l'épaisseur T est égale au double de l'épaisseur des parois des profilés elliptiques. La charge de compression supportée par chacun des deux profilés en forme de I est égale à 11 675 kN, c'est-à-dire la charge maximale de 23 350 kN divisé par 2. L'arche est retenue latéralement par les traverses verticales, ce qui signifie que la longueur de flambement sera égale à 3 mètres, c'est-à-dire la distance entre chacune de ces traverses. En utilisant la feuille de calcul, avec K est égal à 1, Lx est égal à Ly est égal à 3 mètres, on trouve que pour des profilés elliptiques dont la paroi fait 10 mm d'épaisseur, on a une valeur de PR qui est égale à 11 915 kN, donc qui est supérieure à l'effort maximal appliqué qui est égal à 11 675 kN. Cela confirme que la géométrie de l'arche est adéquate pour supporter les charges qui lui sont imposées. On a ici à l'écran une photographie de la passerelle qui montre bien le tablier central qui est plus bas avec les deux tabliers supérieurs là, de part et d'autre du tablier central. On a ici d'autres photographies de la passerelle. Sur la photographie de gauche, on voit bien l'arche qui est constituée des deux structures là, faites avec des profilés elliptiques en acier avec les traverses inclinées en forme de V qui supportent le tablier supérieur. Donc on voit bien le tablier central et les deux tabliers latéraux qui convergent là, pour se réunir au centre de la portée. En haut à droite, on voit une photo justement du tablier central, là, de l'escalier qui monte avec les deux tabliers latéraux supportés au-dessus. Et en bas à droite, on voit aussi une vue de la passerelle qui montre bien que les traverses sont inclinées, comme on le mentionnait précédemment, pour avoir une compression uniforme dans l'arche, pour avoir aussi une géométrie qui est plus intéressante. Et on voit bien cette arche-là, qui est quand même assez massive, qui fait 1,2 m d'épaisseur et qui permet de supporter là, toute la charge qui est appliquée sur la passerelle. Nous allons terminer la section consacrée aux structures caténaires avec un cinquième et dernier exemple, qui est la passerelle piétonne Simone de Beauvoir à Paris. Un peu plus loin sur la Seine à Paris, on retrouve une autre passerelle piétonne qui est la passerelle Simone de Beauvoir. Cette passerelle est une réalisation de l'architecte autrichien Dietmar Fichtenga et elle a été inaugurée en 2006, un petit peu plus tard. Elle est constituée en fait de deux structures caténaires, l'une tendue, l'autre comprimée, qui s'entrecoupent pour former trois travées offrant aux piétons un parcours insolite. On voit en bas de l'écran une vue en élévation de la passerelle. Donc on voit les deux structures caténaires. On a d'une part une arche caténaire et aussi un câble suspendu. Ces deux structures-là vont s'entrecroiser. La passerelle franchit une portée totale de 174 mètres, ce qui est considérablement supérieur à la passerelle Léopard Cédar Senghor qu'on a étudiée précédemment, qui elle avait une portée de 106 mètres. 106 mètres, c'est d'ailleurs la portée de la partie lenticulaire centrale là, qu'on voit sur l'illustration en bas de l'écran. On constate aussi que la hauteur maximum entre l'arche et le câble suspendu est égale à 5,2 mètres. Donc, ce qui fait que la passerelle est très plate. On a une épaisseur de 5,2 mètres pour une portée de 174 mètres, ce qui fait quelque chose de très plat. On a sur l'illustration à gauche, au centre de l'écran, une image qui nous montre un peu la passerelle vue de profil, où on voit l'arche et le câble caténaire qui se croisent. C'est le croisement entre les deux va nous donner une géométrie qui est intéressante. On voit cette géométrie-là sur l'illustration du haut. Donc, on constate que le tablier va parfois passer aux extrémités de la passerelle.
on va avoir le tablier central qui va être supérieur et les deux tabliers latéraux plus bas. Alors qu'au centre de la passerelle, c'est l'inverse. Le tablier central va être en haut et les deux tabliers inférieurs vont passer de chaque côté. Donc, ça nous donne un parcours qui est un peu insolite pour le piéton. Hein, la passerelle va suivre le profil de ces deux formes caténaires entrecroisées-là pour nous donner quelque chose d'intéressant. Les deux structures caténaires, l'arche et le câble suspendu, vont être liées l'une à l'autre par une série de suspentes verticales formées de 4 tubes en acier qui vont être assemblés en triangle. Ces suspentes sont espacées de 7,5 mètres centre-centre. Deux minces plaques en acier supportent la structure tendue, alors que la structure comprimée est formée de deux rectangles évidés en acier. À l'écran, on a en haut à gauche une vue en coupe de la passerelle près des extrémités. Donc, dans ce cas-là, on voit que le travée central est plus haut et elle est soutenue par la structure tendue. Donc, elle est soutenue par les deux rubans en acier qu'on voit ici, alors que les deux travées latérales sont plus basses et reposent sur les deux arches qui sont fabriquées avec des rectangles évidés en acier. La vue du couple en bas à gauche de l'écran nous montre une coupe de la structure près du centre. Donc près du centre, on a l'inverse. On a la structure comprimée qui passe en haut. Donc on a notre travée centrale qui repose là, ici sur l'arche comprimée, c'est-à-dire les deux profilés rectangulaires évidés en acier. Et on a les deux travées latérales qui sont soutenues par la structure tendue, par le câble suspendu. Donc, on a ces deux travées-là qui sont soutenues par une poutre qui elle-même est déposée sur nos deux rubans d'acier qui soutiennent la structure tendue. Donc, on a le croisement entre la structure tendue et la structure comprimée qui est intéressante. Et dans le cas de la structure tendue, quand on n'a pas de problème de flambement, on a utilisé des éléments porteurs le plus mince possible, donc seulement 2 plaques d'acier, tandis que pour la structure comprimée, on a utilisé des profils un peu plus gros, là, des rectangles évidés en acier. L'emplacement des tabliers a été choisi de telle sorte que la charge se répartit également entre les deux structures caténaires, donc la structure tendue et la structure comprimée vont reprendre chacune la moitié de la charge totale. La charge morte de l'ouvrage est évaluée à 4,5 kN par mètre carré, alors que la charge d'utilisation est égale à 4,8 kN par mètre carré. La charge totale va donc être égale à 1,25 fois 4,5 kN par mètre carré, plus 1,5 fois 4,8 kN par mètre carré, ce qui nous donne une charge totale de 12,8 kN par mètre carré. Les deux structures caténaires supportent chacune la moitié du tablier, donc on peut associer à chacune de ces structures-là une largeur tributaire de 6 mètres. Si on divise la structure en 10 sections de largeur égale, on va avoir 174 mètres divisé par 10, on va avoir 17,4 mètres entre chacune de ces sections-là. Donc, chacune des sections va supporter une charge qui va être égale à 12,8 kN par mètre carré, fois 6 mètres, fois 17,4 mètres, qui nous donne une charge totale de 1336 kN. La figure représentée ici à l'écran montre le résultat d'une analyse structurale de l'ouvrage à l'aide de la méthode graphique. Donc, on a les deux polygones de force, celui associé à la structure tendue et celui associé à la structure comprimée. On voit que dans les deux cas, c'est le même. L'un est l'image miroir de l'autre, hein, on a la même chose. Sur le diagramme de forme, on a ici le profil de nos deux structures là, caténaires, la structure comprimée et la structure tendue. On voit que le profil est très plat. On a quelque chose là, qui est très aplati comme passerelle. Sur les diagrammes de forme, on constate aussi que l'effort maximal, soit de compression ou de tension, va être égal à 53 440 kN. On est maintenant prêt à dimensionner les éléments porteurs. Dans le cas de la structure caténaire tendue, celle-ci est formée de deux plaques d'acier de 900 mm de largeur chacune.
La résistance à la traction des plaques, T indice R, est donnée par phi fois F indice T fois B fois T, où phi représente le coefficient de tenue de l'acier, F indice T est la contrainte admissible en tension de l'acier, et B et T représentent respectivement la largeur et l'épaisseur de la plaque. On veut évidemment que cette force-là soit supérieure à la force qui est appliquée. Donc, pour trouver l'épaisseur, on va isoler la valeur de T dans cette équation. On va voir que T doit être plus grand ou égal à T indice F divisé par phi fois F indice T fois B. Donc, plus grand ou égal à 553 440 000 newtons, divisé par 2 parce qu'on a deux plaques, divisé par 0,9, divisé par 350 newtons par millimètre carré, la contrainte admissible de l'acier, divisé par 900 mm, la largeur de la plaque. Donc ça va nous donner une plaque de 94 mm. Donc grosso modo, on va avoir des plaques qui vont faire environ 100 mm d'épaisseur. La structure caténaire comprimée, quant à elle, elle est constituée de deux rectangles évités en acier. Ces rectangles font 900 mm de largeur et leur hauteur varie de 400 mm au centre de la portée jusqu'à 750 mm au point d'appui. Les structures tendues et comprimées vont se stabiliser mutuellement en s'opposant au déplacement vertical de la structure jumelle. Pour cette raison, la longueur de flambement de l'arche n'est de que 7,5 mètres, ce qui correspond à la distance entre les suspentes verticales qui relient les deux structures caténaires. Donc, dans les stratégies de stabilisation qu'on a vues précédemment, on avait déjà parlé, dans le cas des câbles, qu'on pouvait avoir un câble porteur et un câble stabilisateur et que les deux se stabilisent mutuellement. Dans ce cas-là, c'est un peu la même chose, mais plutôt qu'avoir un câble stabilisateur, on a une arche. Donc, chacune de ces deux structures-là va prévenir le déplacement de sa structure jumelle et ça va nous permettre d'avoir une structure qui va être très rigide, ce qui n'aurait pas été possible si on avait eu seulement une structure tendue ou seulement une structure comprimée. On peut vérifier le dimensionnement de l'arche comprimée. On sait en effet que l'effort maximal de compression dans chacun des triangles évidés qui forment l'arche est égal à 26 720 kN, c'est-à-dire la force maximale de 53 440 kN divisé par 2 parce qu'on a deux profilés rectangulaires pour reprendre la charge. Donc, en utilisant la feuille Excel, savon dimensionnement des profilés en acier qu'on a reproduit ici en bas à droite de l'écran, on rentre la géométrie du profilé, c'est-à-dire une largeur de 900 mm et une épaisseur de 750 mm. La géométrie de la membrure, c'est-à-dire on a des valeurs de K égale à 1 et on a des longueurs de flambement de 7,5 m selon les deux axes. Les propriétés du matériau, là, contrainte admissible en compression de 350 MPa et un module élastique de 200 GPa. Et avec ça, on trouve que l'épaisseur requise pour les parois doit être égale à 28 mm. Donc, avec un tube de cette dimension, avec des parois de 28 mm d'épaisseur, on trouve que la valeur de PR est égale à 26 859 kN. Donc, c'est supérieur à la force maximale de compression dans l'arche qui est égale à 26 720 kN. En bas, à gauche de l'écran, on voit la géométrie de nos arches où l'épaisseur des parois serait égale à 28 mm. Je crois qu'il est intéressant de faire remarquer que si la structure tendue n'existait pas, l'arche aurait en fait une longueur de flambement de 87 mètres, c'est-à-dire la portée totale de 174 mètres divisée par 2, ce qui nécessiterait des profilés rectangulaires de 2500 mm de hauteur. Hein? On trouve ça sur la feuille Excel qui est reproduite ici en bas de l'écran. Pour aller chercher la résistance voulue, on aurait besoin d'augmenter la hauteur à 2500 mm, ce qui représente plus du triple de la hauteur du profilé choisi par le concepteur de la passerelle qui était 750 mm. Donc on aurait une arche beaucoup plus grosse, d'autant plus que si on considérait les déformations, on s'apercevrait que les déformations peuvent être plus importantes, un peu comme dans le cas du Broadgate Exchange House à Londres qu'on a étudié précédemment, où le fait d'avoir les deux membrures diagonales, là, ça diminuait beaucoup les déformations dans l'arche. Dans ce cas-là, comme notre arche est très longue et très plate,
même en ayant un arche 3 fois plus haute, on s'apercevrait probablement que les déformations sont importantes. Il faudrait peut-être encore augmenter les dimensions de notre arche pour limiter ces déformations-là à des valeurs acceptables quand la charge qui est appliquée sur la structure s'éloigne du profil pour lequel on a calculé la charge, la forme caténaire. Donc, cela montre bien que la présence de la structure tendue accroît considérablement l'efficacité structurale de la comprimée, de la structure comprimée, et que l'idée, en fait, de combiner une structure tendue et une structure comprimée, c'est vraiment une bonne idée. Là. Ça permet d'augmenter beaucoup la stabilité de la structure. C'est un peu le même principe qu'on a vu précédemment lorsqu'on parlait de la stabilité des structures tendues, où on disait qu'on peut stabiliser un câble suspendu en utilisant un câble stabilisateur. Dans ce cas-là, l'arche joue un peu le rôle du câble stabilisateur. Donc, on a une structure qui franchit une longue portée, qui est très plate, mais qui, malgré tout, est très rigide et peu déformable. On peut dire également que l'usage combiné d'une structure tendue et d'une structure combinée et d'une structure comprimée offre un autre avantage important, c'est qu'aucun effort horizontal ne va être transmis aux fondations. Parce que dans ce cas-là, les deux forces s'annulent. L'effort de la réaction d'appui de compression créée par l'arche au niveau des points d'appui équilibre, contrebalance la réaction d'appui de tension de la structure sous-tendue aux extrémités. Donc, ce qu'on va transmettre aux fondations, c'est uniquement une charge verticale. Ainsi, si la structure tendue n'existait pas, la structure comprimée devrait transmettre une force horizontale d'environ 50 000 kN aux fondations de béton. C'est environ le double de la force horizontale qui était imposée au culé de la passerelle Léopold-Sédar-Senghor qu'on a évoquée précédemment. Contrairement à la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, il n'existe pas de fondation à cet endroit-là à Paris. Donc, il aurait été nécessaire alors de construire des culées très volumineuses en béton pour pouvoir résister à cette poussée horizontale. Donc, encore là, le fait de mélanger une structure tendue et une structure comprimée était un choix judicieux. Pour calculer les efforts qui seront transmis aux fondations, on trace d'abord le diagramme de corps libre d'une portion de la structure située près de son point d'appui. C'est ce qu'on a représenté ici graphiquement à gauche de l'écran. Ce diagramme indique que cette portion de structure est soumise à 4 forces. En fait, on a les efforts de tension et de compression dans les structures tendues et comprimées, qui sont chacune égales à 26 720 kN. Et on a également un effort de compression et un effort de tension, qui sont représentés par les lettres C et T, au niveau des deux semelles d'appui. Dans ce cas-là, on a deux fondations distinctes en béton. Les structures tendues et comprimées sont liées par une bielle en acier. C'est la membrure inclinée qu'on voit là sur l'illustration. Les forces verticales sont donc transmises aux appuis par un poteau en acier qui est situé au point de jonction entre l'arche et la bielle. C'est la membrure verticale qu'on voit au-dessus de la force C, ainsi que par une plaque verticale en acier qui est le prolongement de la plaque qui soutient la structure tendue. Donc, c'est la ligne verticale rouge qu'on voit ici qui vient s'accrocher à la fondation où on a notre réaction d'appui T. Donc, dans ce cas-là, c'est une plaque verticale en acier qui est en fait le prolongement de la plaque qui soutient là, la structure caténaire tendue. Maintenant, on a identifié sur la figure en haut de l'écran le point A, qui est le point de jonction là, entre la bielle, la structure tendue et la plaque verticale reliée aux fondations. Si on s'aperçoit que par rapport à ce point A, il y a 3 forces qui convergent vers le point A. Il y a la force de tension de 26 720 kN dans la structure tendue. Il y aurait aussi une force de compression dans la bielle inclinée et une force de tension là, dans la plaque d'acier verticale. On a en bas à gauche de l'écran, on a tracé le polygone de force de ces 3 forces-là pour faire l'équilibre de ces 3 forces. Donc graphiquement, on obtiendrait
les efforts, les trois efforts qui convergent vers le point A sur le polygone de force qui est tracé en bas à gauche de l'écran. Donc, sur ce polygone-là, on constate que la bielle subit un effort de compression de 33 890 kN, ce qui est environ 25% supérieur à la force de compression dans l'arche, et que l'effort d'arrachement T, qui est transmis aux fondations, est égal à 19 620 kN. On pourrait faire le même exercice en faisant l'équilibre des forces au point B, qui est représenté ici sur le diagramme de corps libre là, à l'écran. Donc le point B, c'est le point de jonction entre la structure comprimée, la structure caténaire comprimée, la bielle et le poteau vertical. Donc, de la même façon, on a trois forces qui convergent vers ce point-là, dont la force de 26 740 kN, qui est la force de compression dans l'arche. Donc, si on trace le polygone de force à cet endroit-là, pour le polygone des forces qui s'applique sur ce point-là, c'est ce qu'on a représenté en bas à droite de l'écran. Donc, on a graphiquement aussi, on peut trouver les efforts manquants. Donc, on va trouver que la force de compression qui va être transmise aux fondations via le poteau va être égale à 25 230 kN. La géométrie de la structure qui est reproduite à la page précédente est adéquate puisque les deux polygones de force là, qui s'exercent au point A ainsi qu'au point B sont compacts, ce qui témoigne d'une bonne efficacité structurale. Malgré tout, l'architecte a choisi de modifier légèrement la géométrie de la structure en inclinant légèrement le poteau qui unit le point A à la semelle de fondation afin de conférer une allure plus dynamique à l'ensemble qui se trouve très exposé à la vue des piétons. En effet, les piétons peuvent passer sous la structure à cet endroit-là et le fait d'incliner le poteau qui va jusqu'au sol confère une allure plus dynamique à l'ensemble. En faisant l'équilibre statique des forces au point B et au point C, comme on a fait précédemment, on obtiendrait à ce moment-là les polygones de force qui sont représentés en bas à gauche de l'écran. Donc, on constate que cette modification de géométrie augmente d'environ 25% l'effort de compression au point d'appui. Donc, l'effort de compression transmis à la semelle de fondation est maintenant égal à 32 570 kN, comparativement à 25 230 kN. Par contre, on remarque aussi que ça va augmenter de façon importante l'effort dans la bielle. Donc, l'effort dans la bielle va être presque doublé. Il va passer de 33 890 kN à 56 080 kN. Donc, on va avoir besoin d'une membrure plus grosse pour la bielle. Dans ce cas-là, c'était pas... il y avait aussi un intérêt conceptuel. Hein? Le fait d'avoir une membrure plus grosse n'était pas inintéressant non plus d'un point de vue formel. Puis ça nous permettait aussi d'élargir la tête en haut là, pour faire passer le ruban d'acier, la plaque d'acier là, qui soutient la structure tendue. Donc, l'architecte en tirait un avantage formel. L'équilibre statique des forces au point B révèle pour sa part que l'effort d'arrachement au sol va aussi être presque doublé. Cet effort-là va passer de 19 620 kN pour la géométrie précédente à 29 310 kN. Et que pour fermer le polygone de force, il faut aussi ajouter une réaction d'appui horizontale au sommet de la bielle. Donc, si on regarde le polygone de force représenté là, au milieu à droite de l'écran, pour que notre structure soit en équilibre statique, il faut que le polygone de force soit fermé. Donc, on constate que pour fermer le polygone de force, il faut ajouter une force horizontale R, là, qui est égale à 7500 kN. Ça signifie en fait qu'au sommet, au point d'appui là, de la structure tendue sur la bielle va venir buter sur la passerelle d'accès qu'on voit sur l'illustration en bas de l'écran. Sur l'illustration en bas de l'écran, on a reproduit notre structure ainsi que la passerelle d'accès à gauche là, qui permet aux piétons d'accéder sur le tablier supérieur. Donc la bielle va venir se buter sur cette passerelle d'accès-là qui va être comprimée et qui va acheminer la force R au niveau de la culée de béton
à gauche complètement du schéma là, en bas de la page. Donc, l'intensité de cette force, comme on le mentionnait, 7500 kN, qui est trouvée sur le polygone de force, est quand même faible comparativement aux autres forces impliquées, qui étaient de 26 720 kN, qui variaient de 26 720 kN à 56 080 kN. Donc, dans ce cas-là, c'est un autre exemple aussi qui montre bien que la structure qui est la mieux appropriée, c'est pas toujours la structure la plus efficace. Dans ce cas-là, la première structure qu'on avait fait avec le poteau vertical était structurellement plus efficace, ça nous donnait des efforts plus petits. Donc, c'est pas nécessairement le meilleur choix. Dans certains cas, on accepte de sacrifier l'efficacité structurale si ça nous donne un avantage conceptuel important au niveau architectural. Et dans ce cas-là, le fait d'incliner le poteau constituait aux yeux de l'architecte qui a conçu la passerelle un avantage appréciable au niveau formel. Donc on a ici une photo qui nous montre la passerelle vue de profil. On a mentionné que cette passerelle-là était très plate parce qu'on a une portée totale de 174 mètres pour une hauteur de 5,2 mètres au centre. Mais la hauteur est quand même importante. On voit que ça donne quand même une géométrie. Là, ça n'a pas l'air plat du tout là, sur l'image. Là, ça nous donne quelque chose qui est quand même assez dynamique. On voit, comme je le mentionnais, le parcours un peu insolite là, pour les piétons, là, où ils ont le choix de passer soit sur le tablier central, soit sur les deux tabliers latéraux. C'est pas symétrique aussi des deux côtés de la passerelle. Si vous regardez l'image, vous voyez que les deux tabliers là, latéraux, à une extrémité de la passerelle, le tablier remonte alors qu'à l'autre extrémité, il descend. Donc, ça donne une géométrie qui est intéressante. On voit ici un autre point de vue sur la passerelle qui montre un peu la même chose. Sur cette vue-là, on voit la passerelle d'accès là, à droite de l'image. C'est cette passerelle-là qui, comme je le mentionnais, va être comprimée pour transférer la force R dont on parlait précédemment là, jusqu'à la culée de béton. On a ici, on sent derrière là, la bielle inclinée dont on a parlé précédemment ici. On voit le ruban d'acier là, qui supporte la structure tendue. On voit la plaque d'acier verticale qui est dans la continuité de ce ruban-là, qui va venir s'accrocher à la semelle de fondation pour transmettre la réaction d'appui, les forces d'arrachement au niveau de la fondation de béton. Dans ce cas-là, on voit que c'est une plaque d'acier, mais qu'on a percé, on a fait deux incisions là, dans la plaque pour que ça ait l'air de 3 morceaux d'acier, mais en fait, c'est une seule plaque découpée, donc qui est quand même intéressante aussi, parce que ça fait pas massif et ça n'a pas l'air d'un câble. Hein. Donc, d'un point de vue formel, c'est intéressant également. Une autre image vue à l'extrémité de la passerelle qui montre bien le tablier central qui monte, hein, qui est déposé sur les arches avec les deux tabliers latéraux là, qui sont suspendus sur la structure tendue. Et on voit aussi là, la bielle là, qui vient supporter la structure tendue tout en haut de l'appui. Pour terminer, 3 dernières photos. À gauche, ici, on voit une vue agrandie là, de l'appui avec les bielles inclinées, avec les tubes en acier qui forment l'arche, avec les suspentes qui sont formées là, en mettant 4 tubes en acier ensemble, puis avec le point d'appui là, des bielles au sol où on a comme 2 pattes pour nous donner une stabilité aussi dans le sens perpendiculaire à la passerelle. En haut à droite, on a une autre vue qui nous montre là, la géométrie de la passerelle avec le jeu des tabliers qui sont décalés. Et finalement, en bas à droite, la dernière photo nous montre la vue là, lorsqu'on passe là, sous le tablier supérieur. Cela complète la section sur les structures caténaires. Je vous remercie de votre attention.